Pendant un siècle, nous avons observé notre plus proche voisin, Alpha du Centaure, à seulement 4 années-lumière. Mais il était toujours vide. Les astronomes avaient presque perdu espoir, jusqu'à maintenant, car nous nous étions trompés, lourdement trompés. Le télescope James Webb, bien que non conçu pour cette tâche, a regardé là-bas. Et il a trouvé un signal, un candidat planétaire 100 000 fois plus faible que son étoile. Cela semblait impossible, car la luminosité du système aurait dû tout aveugler. De plus, ce candidat se trouvait juste à la limite de la zone où la vie pourrait exister. Mais le plus incroyable n'était pas là. Quelques mois plus tard seulement, lorsque Webb a de nouveau regardé, cette planète s'était évaporée. Elle avait disparu. Non, si ce jeu de cache-cache cosmique chez notre plus proche voisin stellaire vous excite aussi, aimez et abonnez-vous. Car l'une de nos croyances les plus fondamentales sur l'univers est sur le point d'être ébranlée. Nous commençons. Pendant des années, le monde scientifique a cru que notre plus proche voisin stellaire était plein de secrets. Les astronomes ont développé des outils incroyablement avancés pendant des décennies pour découvrir des planètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Pourtant, Alpha du Centaure, juste sous notre nez, restait obstinément silencieux. C'était comme cartographier les montagnes de l'autre côté de l'océan, tout en laissant la petite colline visible depuis votre fenêtre enveloppée de brouillard. Mais, lorsque le télescope spatial James Webb a tourné son œil doré vers elle, ce silence fut brisé, car tout ce que nous pensions savoir était sur le point de changer. Au cœur de cette situation se trouvait un paradoxe. À l'échelle cosmique, Alpha du Centaure est notre voisin de palier, à peine plus de 4 années-lumière. Pour comprendre cette distance, imaginez ceci. Si nous réduisions la galaxie de la Voie lactée à la taille du continent nord-américain, le système solaire et Alpha du Centaure se trouveraient dans le même pâté de maisons. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une proximité tangible. Mais cette proximité était une illusion, car au début du XXIe siècle, des milliers d'exoplanètes avaient été détectées. Nous avons trouvé des planètes géantes éclipsant Jupiter. Nous avons découvert des mondes terrestres un peu plus grands que la Terre. Nous avons vu des systèmes tournant sur des orbites dangereusement proches de leurs étoiles. C'est pourquoi nous avons conclu que les systèmes planétaires étaient courants dans l'univers. Mais, apparemment, pas dans Alpha du Centaure. Ce silence avait une qualité presque lyrique. Nous pouvions trouver des planètes autour d'étoiles à des centaines d'années-lumière. Pourtant, notre plus proche voisin restait désespérément sans découverte. Cette situation soulevait une question profonde. Regardions-nous au mauvais endroit? Ou Alpha du Centaure était-il intrinsèquement si secret? Le plus intéressant, c'est que la réponse se cachait dans les deux. Car Alpha du Centaure n'est pas une étoile unique. C'est une famille d'étoiles. Les 2 étoiles principales du système, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, orbitent l'une autour de l'autre dans un balai gravitationnel au ralenti qui dure environ 80 ans. Ces 2 étoiles sont assez similaires à notre Soleil, surtout Alpha du Centaure A, qui est presque le jumeau identique du Soleil en termes de taille et de température. C'est pourquoi on s'attendait initialement à ce qu'une telle similitude facilite la recherche de planètes. Après tout, compte tenu de notre compréhension de la formation des planètes autour de notre Soleil, il semblait logique qu'elles évoluent de manière similaire autour d'une étoile presque identique. Peut-être y aurait-il des planètes terrestres sur des orbites tempérées.
peut-être même plus d'une. Mais la structure binaire de ce système créait une complexité à tous les niveaux. On peut imaginer cela comme essayer de construire un château de sable délicat au milieu de deux puissants courants de vent venant de directions différentes. La force gravitationnelle fluctuante entre alpha du centaure A et B perturbe constamment le disque protoplanétaire, fait de gaz et de poussière, où se forment les corps célestes. C'est pourquoi les modèles théoriques suggéraient que la formation de planètes stables pourrait être difficile dans de tels systèmes d'étoiles binaires. Du moins, pas de la manière calme et ordonnée caractéristique de notre propre système solaire. Cela donnait le premier indice sur la raison pour laquelle notre voisin semblait si vide. Mais ce n'était qu'une partie de l'équation. Le vrai problème, c'était la luminosité. Alpha du Centaure est la troisième étoile, la plus brillante, visible dans le ciel nocturne de la Terre. Son éclat peut fasciner un observateur ordinaire. Mais, pour les astronomes, cela représentait un défi colossal à surmonter. Car les télescopes pointés sur un objet aussi brillant qu'Alpha du Centaure sont comme des caméras optimisées pour la faible lueur d'une bougie. Le risque de surcharge est très élevé. Essayer de trouver une planète dans cette région équivalait à tenter de remarquer un flocon de neige flottant dans le faisceau d'un puissant projecteur. Cet éclairage intense ne fait pas que gêner la vue. Il sature également l'équipement de détection. La lumière se diffuse et se diffracte dans des configurations complexes, masquant tous les objets proches. C'est pourquoi la faible lueur thermique émise par une planète elle-même se perd complètement dans le flot de lumière de l'étoile. Mais la luminosité ne constituait qu'une petite partie du défi. De plus, le système est en mouvement. Parmi toutes les étoiles visibles à l'œil nu, Alpha du Centaure présente l'un des mouvements apparents les plus rapides sur notre sphère céleste. Ce mouvement exige un calcul d'une sensibilité extraordinaire. Une erreur de calcul plus petite qu'un cheveu humain, vu à plusieurs kilomètres de distance, suffirait à perturber l'alignement d'un télescope. En bref, observer notre plus proche voisin. C'était comme essayer de repérer une poussière presque invisible sur une cible en mouvement. Depuis un navire se déplaçant sur une mer agitée. Nous avions donc 3 obstacles majeurs, un voisin cosmique, mais un voile de mystère. La danse chaotique de 2 étoiles et une gravité empêchant la formation de planètes. Et un flot de lumière aveuglant qui engloutit tout signal faible. Pendant des années, ces obstacles ont semblé insurmontables. Même les télescopes terrestres les plus avancés avaient du mal à voir derrière cet éclat intense. Les astronomes ont cherché des indices par des méthodes indirectes, mais à chaque fois, le résultat fut une déception. Alors, comment le télescope James Webb a-t-il réussi à surmonter une luminosité si intense, une dynamique si complexe et des conditions si difficiles pour regarder derrière? La réponse se cachait dans un mécanisme ingénieux à l'intérieur du télescope, créant une sorte d'éclipse artificielle, un coronographe, créant une sorte d'éclipse artificielle. Car la clé pour que Webb révèle les secrets d'Alpha du Centaure était d'assombrir l'étoile elle-même. Un coronographe est essentiellement une éclipse solaire miniature qui fonctionne à l'intérieur du système optique du télescope. Un petit disque opaque bloque la lumière provenant du centre de l'étoile. Cela permet de réduire la luminosité de l'étoile et de rendre visibles les corps célestes, faibles à proximité. Vous pouvez comparer cela au fait de lever la main et de couvrir le soleil avec votre pouce pour voir un avion peu lumineux volant à côté du soleil. Vous ne pouvez pas bloquer chaque rayon de lumière, mais vous réduisez l'intensité juste assez
pour remarquer quelque chose à proximité. Le coronographe fait exactement cela, car une planète est des milliers, voire des centaines de milliers de fois plus faible que son étoile. Mais même cette méthode n'était pas suffisante pour Alpha du Centaure, car ce système ne ressemblait à rien de ce qui avait été rencontré auparavant. C'est pourquoi les scientifiques savaient qu'ils devaient non seulement bloquer la lumière, mais aussi détecter la chaleur émise par la planète elle-même, ce qui nous amène à la véritable puissance du télescope James Webb, l'observation infrarouge, car les planètes ne font pas que réfléchir la lumière. Elles absorbent également de l'énergie en orbitant autour d'une étoile et émettent ensuite cette énergie sous forme de rayonnement thermique, c'est-à-dire de chaleur. Même un corps céleste glacial à des centaines de degrés sous le point de congélation émet encore une lueur infrarouge à peine perceptible. Cette chaleur est invisible à l'œil humain. Mais Curse, elle est entièrement détectable pour les détecteurs de Webb, calibrés avec précision pour ces longueurs d'onde spécifiques. La plupart des exoplanètes imagées directement auparavant étaient jeunes et massives. Ces planètes brillaient encore intensément en raison de la chaleur résiduelle de leur formation. Mais Alpha du Centaure est un système âgé d'environ 5 milliards d'années, soit le même âge que notre Soleil. Tout corps céleste qui y existerait serait entièrement développé, refroidi et considérablement moins lumineux. Il ne brillerait pas avec la chaleur intense de la jeunesse. Au lieu de cela, il n'émettrait qu'une faible lueur, comme une pierre qui retient la chaleur résiduelle après le coucher du soleil. Pour détecter cette faible émission, les chercheurs ont utilisé l'instrument infrarouge moyen de Webb, ou MIRI. Cet instrument fonctionne spécifiquement à des longueurs d'onde d'environ 15 micromètres, car les objets plus froids montrent leur luminosité la plus nette à cette longueur d'onde. Un corps céleste dont la température se situe entre 200 et 300 Kelvin, soit environ de moins 73 à 27 degrés Celsius, émet un rayonnement détectable dans cette plage. Si une planète de la taille de Saturne orbitait dans la zone habitable d'Alpha du Centaure, MIRI pourrait potentiellement la découvrir. Mais, même cette technologie ingénieuse était presque rendue inutile par l'étoile aveuglante elle-même, car cette observation exigeait une précision sans précédent. Contrairement aux étoiles lointaines, Alpha du Centaure se déplace rapidement dans le ciel. C'est pourquoi il était presque impossible de positionner parfaitement l'étoile derrière le masque du coronographe. La moindre erreur d'alignement pouvait faire fuir la lumière du bord du masque et remplir l'image d'une luminosité indésirable. Pour surmonter ce problème, ils ont utilisé une méthode non conventionnelle, le ciblage indirect. Au lieu de se verrouiller directement sur l'étoile brillante, le télescope s'est d'abord concentré sur une étoile de référence voisine, d'une luminosité plus contrôlable. Une fois la stabilité et l'alignement précis atteints, le télescope a effectué un décalage à l'aveugle méticuleusement calculé, c'est-à-dire qu'il a ajusté son foyer d'une distance prédéterminée pour placer Alpha du Centaure derrière le coronographe. Cette opération exigeait une connaissance parfaite de la position de l'étoile à ce moment précis, car, en raison de sa proximité, Alpha du Centaure montre également une parallaxe, un changement de position dû à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Au cours d'une année, ces coordonnées dans le ciel changent constamment. Chaque facteur devait être pris en compte: le mouvement propre de l'étoile, l'effet de parallaxe et la dynamique orbitale au sein du système d'étoiles binaires. Mais,
il y avait un autre problème. Alpha du Centaure. A n'était pas un seul corps brillant. Son compagnon Akaibo, Alpha du Centaure B, Narazu, orbite assez près pour perturber les observations, même si Alpha du Centaure A était parfaitement masqué. La lumière de B pouvait se diffuser sur le capteur et créer des halos complexes, car un seul coronographe ne peut pas masquer simultanément deux étoiles brillantes à des positions différentes. C'était comme essayer d'entendre un écho faible et lointain au milieu de deux haut-parleurs bruyants et proches. Nous avions donc maintenant un plan complet. Assombrir le cœur de l'étoile avec un coronographe. Chercher la faible chaleur émise par la planète avec MIRI. Et frapper avec précision une cible mobile et binaire avec la technique du décalage à l'aveugle. C'était l'une des observations astronomiques les plus complexes jamais conçues par l'humanité. Cette entreprise était en soi un moment décisif. Pendant des années, Alpha du Centaure avait représenté une proximité incompréhensible. C'était comme un phare brillant. Mais ses côtes étaient toujours restées cachées. Maintenant, pour la première fois, l'humanité possédait un instrument capable de regarder directement à l'intérieur de son éclat intense. La question n'était plus d'imaginer s'il y avait des mondes là-bas, mais de savoir si nous pouvions enfin les observer. Alors, tous ces préparatifs, ces mois de simulation, cette merveille d'ingénierie incroyable, pourquoi ? Qu'a réellement vu Webb lorsqu'il a regardé derrière cet éclat aveuglant ? La réponse à cette question allait secouer le monde de l'astronomie de fond en comble. Car, lorsque les informations ont commencé à affluer sur Terre depuis son orbite à environ 1,5 million de kilomètres, les images brutes étaient d'abord décourageantes. Mais ce qu'ils ont vu n'était pas une découverte, mais un véritable. Ce qu'ils ont vu n'était pas une découverte, mais le chaos lui-même. Mais, ensuite, l'équipe a commencé à traiter les données. Les images brutes étaient une tempête de luminosité dénuée de sens, des motifs de diffraction émanant de l'étoile masquée, de fines lignes provenant de l'étoile, compagne, coupant le champ de vision en diagonale. Et au milieu de tout cela, des étoiles lointaines brillaient comme des métropoles éloignées au-delà d'un horizon lumineux. C'était comme essayer d'entendre un murmure silencieux dans une cathédrale bruyante. Car l'essence de l'astronomie ne réside pas dans la première perception visuelle, mais dans ce qui reste lorsque tous les autres éléments ont été supprimés. Et c'est exactement ce que l'équipe a fait. Étape par étape, Mokaarts. Ils ont soustrait les modèles de référence. Ils ont simulé la façon dont la lumière des étoiles se courbait autour du dispositif de masquage du coronographe. Ils ont éliminé les parasites qui apparaissaient de manière cohérente dans les mesures de calibration. Et c'est à ce moment précis qu'ils l'ont remarqué. Un point faible, inébranlable et net. Il était situé à environ 1,5 secondes d'arc d'alpha du Centaure A. Ce n'était ni magnifique ni brillant, juste un rayonnement modeste et constant dans le spectre de l'infrarouge moyen. Bien qu'il brille environ 100 000 fois plus faiblement que son étoile voisine, c'était plus que suffisant d'un point de vue astronomique, car cet indice a atteint une signification statistique. Il était assez robuste pour exclure les interférences aléatoires avec une certitude extraordinaire. La probabilité qu'il ne s'agisse que d'une variation du détecteur était extrêmement faible. Un objet tangible avait laissé sa trace dans les données. Cela n'aurait pas dû arriver, car l'éclat d'une étoile de cette intensité aurait dû engloutir tout ce qui se trouvait à proximité. Les lois de la physique ne permettaient pas à un signal aussi faible de survivre au milieu de tant de bruit. Mais il était là,
L'équipe a temporairement nommé cette source S1. Ils ne l'ont pas identifiée comme une planète, mais simplement comme la source 1. Mais, dans leur cœur, ils savaient ce que cela pouvait signifier. Mais, le vrai choc est venu quand on a compris ce qu'était ce point. C'était un candidat planétaire, et ses caractéristiques bouleversaient les théories. Sa distance observée correspondait à environ 2 unités astronomiques d'alpha du Centaure A, soit environ 2 fois la distance Terre-Soleil. Cette région particulière était proche du bord extérieur de la zone habitable de l'étoile, c'est-à-dire là où les conditions pourraient en permettre à l'eau liquide d'exister sur un corps planétaire solide. Selon sa luminosité infrarouge, la température approximative du corps céleste se situait entre 200 et 250 Kelvin. Cela signifiait environ moins 50 degrés Celsius, bien que froid selon les normes terrestres. Cette distance, cette température et cette luminosité combinées ne signifiaient qu'une chose. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse de la taille de Saturne. Cela semblait impossible, car les méthodes d'imagerie directe n'avaient historiquement découvert que des planètes jeunes, massives et très éloignées de leurs étoiles mères. Or, S1 était vieille, froide et étonnamment proche de son étoile mère. C'était comme remarquer une faible lampe de terrasse à côté d'un phare brillant. On pensait que l'existence de cet objet était trop faible pour être détectée à une distance aussi proche. Mais Webb l'avait fait. Cela aurait pu être le premier exemple d'une géante gazeuse de plusieurs milliards d'années, directement imagée dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil. Pourtant, le plus grand choc n'était pas encore arrivé. En science, une seule observation n'est pas une preuve. Pour confirmer une découverte, il faut regarder à nouveau, car les corps célestes sont en mouvement constant. Si S1 était vraiment en orbite autour d'Alpha du Centaure A, sa position changerait avec le temps, conformément au principe de la gravité. Des observations de suivi ont donc été planifiées. Lorsque le calendrier a indiqué février 2025, Webb s'est de nouveau tourné vers cette étoile familière. La méthodologie était maintenant prouvée. Le décalage à l'aveugle a fonctionné. Le coronographe était stable. Et le pipeline de traitement des données conservait la puissance qui avait révélé S1 en août. Mais rien n'a été trouvé. Pas de faible point lumineux. Pas de fines traces de chaleur. Aucun signe statistiquement significatif. Peut-être que la planète s'était déplacée plus loin que prévu. La zone de recherche a donc été élargie. Mais, encore une fois, rien n'a été trouvé. Les données ont été entièrement retraitées. Différents paramètres ont été essayés. Mais, le résultat n'a pas changé. Une autre chance a été donnée, en avril. Peut-être que la planète se trouvait dans une partie défavorable de son orbite. Mais, lorsque les données d'avril sont arrivées, l'analyse a été refaite et n'a encore donné aucun résultat. S1 avait disparu. C'était IMPOS cible. Cela allait à l'encontre des règles les plus fondamentales de la physique. Les planètes ne s'évaporent pas. Elles ne disparaissent pas simplement. L'entité découverte avec une certitude statistique significative en août 2025 n'était apparue ni en février, ni en avril. Comment cela pouvait-il être possible? Un puzzle impossible se dressait devant leurs yeux. D'abord, ils avaient trouvé une planète qui ne devrait pas exister. Ensuite, cette planète avait disparu, de qu'une entité soit détectée avec une telle force statistique, puis disparaisse complètement lors d'observations ultérieures.
était une situation presque sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. Alors, comment une planète peut-elle disparaître? Cela signifiait-il qu'elle n'avait jamais existé? Ce qu'ils avaient vu n'était-il qu'une illusion d'optique incroyablement rare? Un fantôme de données? Mais, et si elle existait? Et si S1 était réel? Et que derrière sa disparition se cachait une explication encore plus étrange qui changerait tout ce que nous savons? Car si une planète ne peut pas disparaître, alors il ne restait qu'une seule possibilité. Elle n'avait pas vraiment disparu. Elle s'était simplement... Elle ne s'était pas vraiment évanouie. Elle s'était simplement cachée. Et c'est pourquoi les astronomes ont déplacé leur attention du télescope lui-même vers des principes géométriques. Car la capacité d'observation d'un coronographe n'est pas uniforme dans toutes les directions. La sensibilité de détection est déterminée par les lois de la physique. La lumière se courbe autour du bord du masque. En raison de la diffraction, certains angles de vue offrent plus de clarté que d'autres. Par conséquent, certaines régions de l'espace fonctionnent comme des angles morts efficaces. C'est comme diriger le faisceau d'une lampe de poche à travers une ouverture étroite. La lumière qui en résulte n'est pas complètement uniforme. Des motifs distincts se forment, comme des arcs plus lumineux et des zones plus sombres. Un petit objet traversant ce chemin lumineux, bien que ne changeant pas lui-même, peut être visible à un point et indétectable à un autre. Cette idée a tout changé, car l'orbite de S1 n'était pas ce que nous pensions, pas du tout. Elle suivait une orbite extrêmement elliptique. Cela signifiait que la distance de la planète à alpha du centaure A variait considérablement à différents moments de sa période orbitale. Les simulations orbitales ont commencé. Les chercheurs ont généré des milliers, puis des millions d'orbites potentielles compatibles avec l'observation d'U. Ils ont ajusté des paramètres tels que l'excentricité, l'inclinaison, l'orientation et la période orbitale. La question qu'ils se posaient était simple. Quelles orbites permettraient à une planète d'être détectable en août 2024, mais de rester cachée en février et avril 2025? Le résultat fut surprenant, car plus de 50% des configurations orbitales stables présentaient exactement ce comportement. Cela semblait impossible, car dans ces scénarios, l'objet pouvait être vu lors de l'observation d'août. Lorsqu'il était suffisamment éloigné de son étoile, au point de son apoastre. Mais, au début de 2025, en se déplaçant vers l'intérieur le long de sa trajectoire elliptique, il était entré dans une région où la capacité du coronographe à distinguer les objets était tombée en dessous du niveau requis pour la détection. La planète elle-même continuerait d'exister. Seulement, Webb ne pourrait pas l'observer, et cela a complètement redéfini le puzzle. Mais, il y avait une couche encore plus profonde à cette histoire, un fantôme, car lorsque les chercheurs ont fouillé dans d'anciennes données, ils ont trouvé quelque chose d'incroyable. En 2019, bien avant les observations de Webb, des astronomes utilisant le très grand télescope VLT au Chili avaient détecté un indice faible et transitoire près d'alpha du centaure A. Cet objet potentiel, nommé C Anaksil, n'a jamais été confirmé par des observations terrestres, car les observations terrestres sont entravées par des distorsions atmosphériques qui peuvent imiter des indicateurs planétaires. Il a donc été classé comme du bruit de données et oublié. Mais la position documentée de C était plus proche de l'étoile que l'endroit où S1 a été trouvé en août.
et ces deux observations à deux moments différents, avec deux télescopes différents, à deux endroits différents. Pouvait-elle être le même objet? Une seule planète, se déplaçant sur une orbite elliptique. Pouvait-elle apparaître plus proche en 2019, plus éloignée en 2024 et de nouveau cachée en 2025? C'était une coïncidence qui n'aurait pas dû exister. Lorsque les simulations ont intégré à la fois l'indice C, 1 de 2019, et la découverte S, 1 de 2024. Les résultats sont devenus beaucoup plus convaincants. Une série d'orbites possibles expliquait les deux positions, ainsi que l'absence de découverte lors des observations ultérieures de 2025. Selon ce scénario, S1 n'était pas un fantôme. C'était plutôt une entité voyageant sur une longue orbite elliptique, devenant visible de temps en temps, avant de disparaître derrière le rideau de l'illumination stellaire. Et cette orbite elle-même était une découverte en soi. Ses caractéristiques indiquaient quelque chose d'inhabituel. Une excentricité proche de 0,4. Cela signifiait une orbite considérablement plus allongée que l'orbite presque circulaire de la Terre. Et une période orbitale d'environ 2 à 3 années terrestres. L'angle d'inclinaison était radicalement différent du plan du système d'étoiles binaires. Une telle orbite distinguerait complètement S, un de toutes planètes proéminentes de notre système solaire, car cela n'indiquait pas un passé calme. Au contraire, c'était une orbite chaotique, une trajectoire probablement façonnée et malmenée par les effets gravitationnels d'Alpha du Centaure B. Et surtout, cette orbite expliquait parfaitement pourquoi elle disparaissait à certains points de sa trajectoire. Est-ce un entrée dans la position optimale du coronographe à des moments spécifiques, offrant le meilleur contraste? Mais, des mois plus tard, elle dérivait dans des régions dominées par la diffraction et la luminosité résiduelle, devenant pratiquement indétectable, bien qu'elle soit toujours physiquement présente. Ainsi, les observations de février et avril n'avaient pas réfuté la théorie de la planète. Au contraire, elles l'avaient rendue encore plus mystérieuse. Nous avions maintenant un candidat planétaire qui dansait sur une orbite impossible, apparaissant et disparaissant. Cela a complètement redéfini le puzzle, car la question n'était plus de savoir si la planète existait, mais quand nous la reverrions. Et pour répondre à cette question, il nous fallait plonger dans les profondeurs du télescope lui-même, dans les détails techniques de son fonctionnement. Alors, comment cette observation, apparemment impossible, a-t-elle été techniquement possible? Qu'est-ce qui se cache derrière cette capacité révolutionnaire qui nous a permis de nous demander non pas si une planète existait, mais quand nous la reverrions? La réponse ne réside pas dans une seule technologie, mais dans la combinaison de 3 mécanismes fondamentaux fonctionnant en parfaite harmonie. Éloignons-nous maintenant du rythme effréné des découvertes choquantes pour plonger dans les merveilles de l'ingénierie et de la physique derrière cet exploit. Car pour que Webb puisse regarder Alpha du Centaure, il fallait bien plus qu'un simple miroir plus grand. C'est l'art de manipuler la lumière elle-même, et tout commence par l'assombrissement de l'étoile. Le premier et le plus fondamental outil de cet art est le coronographe. Bien que cela puisse paraître complexe, il repose en réalité sur un principe extrêmement élégant. Tout comme vous levez la main et couvrez le soleil avec votre pouce pour voir un avion volant à côté du soleil brillant. Le coronographe crée une éclipse miniature et artificielle à l'intérieur du télescope. Un petit disque opaque, placé à l'intérieur de l'instrument infrarouge, moyen, MIRI, de Webb, bloque la lumière provenant directement
du centre d'alpha du Centaure A. Par conséquent, la luminosité écrasante de l'étoile est réduite de plus de 10 000 fois, et car le rayonnement thermique émis par un candidat planétaire comme S en est des centaines de milliers de fois plus faible que celui de son étoile mère. Sans ce disque, les faibles photons de la planète se perdraient complètement dans l'océan de lumière de l'étoile. Mais ce n'est pas un simple blocage, car la lumière se courbe en passant par le bord d'un obstacle. Ce phénomène s'appelle la diffraction. Cette diffraction crée des motifs et des halos complexes sur le détecteur du télescope, ce qui peut masquer une planète voisine. C'est là que le coronographe de Webb entre en jeu. Les anciens coronographes terrestres devaient lutter contre l'atmosphère terrestre en constante agitation. Cela limitait sérieusement leur capacité de contraste. Mais Webb fonctionne dans l'environnement froid et calme de l'espace, complètement exempte de distorsions atmosphériques. Il peut donc atteindre des niveaux de contraste auparavant inaccessibles. C'est comme la différence entre essayer d'entendre un murmure dans une rue bruyante et essayer de l'entendre dans une pièce insonorisée. Le coronographe rend la pièce silencieuse, permettant au murmure à peine perceptible de la planète d'être entendu. Ce mécanisme était la première et la plus critique étape pour résoudre le problème de la luminosité aveuglante d'Alpha du Centaure. Mais ce n'était pas suffisant en soi, car si votre cible ne reste pas immobile, comment savoir quoi assombrir? C'est là qu'intervient le deuxième et peut-être le plus ingénieux mécanisme, le ciblage par décalage à l'aveugle. En raison de sa proximité, Alpha du Centaure présente un mouvement propre prononcé dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle se déplace constamment par rapport aux étoiles d'arrière-plan lointaines. Ce mouvement est comme une tempête pour la sensibilité de Webb, car le télescope doit placer une étoile derrière le masque du coronographe avec une précision de l'ordre de la milliseconde d'arc. C'est une précision plus petite que la largeur d'un cheveu humain vu à des kilomètres de distance. Les télescopes traditionnels assurent cette précision en se verrouillant directement sur l'étoile qu'ils ciblent. Mais, se verrouiller directement sur Alpha du Centaure aurait instantanément surchargé et aveuglé les précieux capteurs de Webb. C'était la même chose que de regarder un projecteur de stade avec des lunettes de vision nocturne. C'est pourquoi l'équipe a adopté une approche totalement non conventionnelle. C'est comme essayer de garer parfaitement votre voiture dans un parking totalement obscur, en utilisant uniquement votre distance par rapport à un lampadaire sur le bord de la route. Webb ne s'est pas d'abord verrouillé sur Alpha du Centaure, mais sur une étoile de référence voisine, plus faible et de luminosité contrôlable. Une fois la stabilité et l'alignement complet atteints sur cette étoile de référence, le télescope a effectué une manœuvre incroyable. En effectuant un décalage à l'aveugle extrêmement précis et précalculé, il a déplacé son regard d'une quantité exactement déterminée. Ce mouvement a amené Alpha du Centaure A directement derrière le masque du coronographe, sans que le télescope ne la voie jamais. Ce calcul devait inclure le mouvement propre de l'étoile, l'effet de parallaxe dû à l'orbite de la Terre et la dynamique orbitale au sein du système binaire. Tout devait être parfaitement prédit pour la seconde exacte où l'observation aurait lieu. C'était un pari jamais tenté à cette échelle auparavant. Mais ça a marché, car cette méthode a permis à Webb de regarder quelque chose qu'il était en fait impossible de regarder. Nous avons à la fois assombri l'étoile et l'avons visée avec précision. Mais les problèmes n'étaient pas terminés, car le télescope lui-même est aussi une source de bruit, ce qui nous amène au troisième mécanisme critique. L'imagerie différentielle
par étoile de référence, ou RDI en abrégé. Même si vous réussissez l'observation, l'image brute que vous obtenez ressemble plus à un chaos qu'à une œuvre d'art, car l'optique et les détecteurs du télescope créent leurs propres artefacts, tels que des motifs de diffraction, de la lumière diffusée et du bruit électronique. Ce sont de faux points qui peuvent facilement imiter un véritable signal planétaire. La technique RDI utilisée pour résoudre ce problème est très similaire au fonctionnement des écouteurs à réduction de bruit. Votre casque écoute le son ambiant extérieur et crée une onde anti-son pour annuler ce son. Le RDI fait quelque chose de similaire. Après avoir observé Alpha du Centaure, l'équipe a tourné le télescope vers d'autres étoiles, de référence de luminosité similaire, connues pour n'avoir aucune planète. Ces observations ont révélé toute l'empreinte digitale de bruit optique et électronique créée par Webb lui-même. C'était un modèle propre des artefacts du télescope. Ensuite, ce modèle de bruit de référence a été mathématiquement soustrait de l'observation d'Alpha du Centaure. C'était une véritable chirurgie numérique. Étape par étape, toutes les erreurs systématiques et les motifs créés par le télescope ont été retirés de l'image. Ce qui restait, idéalement, n'était que les vrais signaux venant du ciel, c'est-à-dire une planète potentielle comme S1. Cette méthode est bien supérieure aux anciennes techniques de traitement de données, car elle n'élimine pas seulement le bruit aléatoire, mais aussi les motifs complexes et répétables créés par le télescope lui-même. C'est pourquoi, lorsque le signal de S1 a continué d'exister de manière cohérente, même après ce nettoyage numérique, les chercheurs étaient beaucoup plus sûrs qu'il ne s'agissait pas d'un simple artefact, car le RDI fonctionne non pas en trouvant l'aiguille, la planète, mais en supprimant la botte de foin, le bruit, ce qui rend la recherche de l'aiguille infiniment plus facile. Nous avons donc 3 outils puissants et interconnectés. Un coronographe qui bloque physiquement la lumière. Une manœuvre de décalage à l'aveugle qui permet de viser cette lumière sans la regarder. Et un processus RDI qui nettoie numériquement la fausse lumière restante. Cette triple combinaison a permis à Webb de regarder derrière l'éclat d'Alpha du Centaure et de trouver ce point faible qui ne devrait pas exister. Mais ce n'était que la partie visible de l'histoire, car dans les profondeurs des données se cachèrent des problèmes beaucoup plus insidieux et complexes, découlant de la structure unique du système Alpha du Centaure, que même ces mécanismes ne pouvaient-ils pas entièrement résoudre. Et pour les surmonter, les scientifiques ont dû adopter une toute autre façon de penser. Et c'est pourquoi les scientifiques ont adopté une façon de penser qu'ils n'avaient jamais adoptée auparavant. Ils ont commencé à voir les problèmes, c'est-à-dire la pollution créée par l'étoile binaire et la disparition de la planète, non plus comme des obstacles à surmonter, mais comme des ensembles de données à résoudre. Car ce système complexe lui-même contenait des indices sur la manière de révéler ses propres secrets. Ce serait une victoire non seulement du télescope, mais aussi des données et de la théorie. Mais cette nouvelle approche nécessitait l'utilisation de 2 armes analytiques puissantes, allant au-delà des procédures standards. Ces armes étaient entièrement conçues pour rendre visible l'invisible. La première de ces armes est une technique statistique connue sous le nom d'analyse en composantes principales, ou ACP en abrégé. C'est une manière beaucoup plus sophistiquée de nettoyer les données. Pensez à cela comme essayer d'entendre un murmure spécifique dans une pièce très bruyante et bondée. La réduction de bruit traditionnelle, comme le RDI, essaie de prendre un enregistrement moyen du brouhaha général de la pièce et de le supprimer.
Mais l'ACP est beaucoup plus intelligente, car elle identifie chaque source de bruit dans la pièce séparément. Les basses profondes de la musique, le rythme du rire d'un groupe, le bourdonnement monotone de la climatisation. Elle sépare chacune en sa propre composante. Ensuite, elle supprime ces motifs de bruit spécifiques des données un par un. Par conséquent, il ne reste qu'un signal vraiment indépendant, non associé à l'un de ces motifs de bruit, c'est-à-dire le murmure que vous cherchez. Dans les données de James Webb, cela signifiait traiter des téraoctets d'informations brutes. Les algorithmes d'ACP ont identifié des centaines de composantes de bruit différentes et interdépendantes, créées par la lumière d'alpha du Centaure A et le propre système optique du télescope. Ces composantes incluaient également la pollution lumineuse complexe et variable, causée spécifiquement par le mouvement d'alpha du Centaure B, car la lumière de l'étoile B avait un motif complètement différent de celui de la lumière de A, et ne pouvait pas être éliminée par une simple soustraction. Les anciennes méthodes auraient été impuissantes à ce stade, car ces méthodes ne pouvaient pas nettoyer une source de bruit variable. Mais l'ACP a identifié la pollution créée par l'étoile B comme une composante principale et l'a mathématiquement retirée de l'équation. Cela a réduit la taille des données de plus de 99,9%, ne laissant survivre que les signaux statistiquement les plus significatifs. Cette méthode était si efficace que le signal de S, a continué d'exister, même après cette élimination numérique impitoyable. Cela signifiait qu'il n'était associé à aucun motif de bruit connu créé par le télescope lui-même. C'était l'une des preuves les plus solides que le signal provenait d'un véritable corps céleste. Pourtant, peu importe à quel point vous nettoyez les données, vous ne pouvez pas résoudre le problème d'une planète disparue. C'est là qu'est intervenue la deuxième et plus révolutionnaire façon de penser. Utiliser la dynamique orbitale non pas comme un problème, mais comme un outil de prédiction. C'est similaire au travail d'un détective à la recherche d'un suspect disparu. Le détective ne se contente pas de regarder le dernier endroit où le suspect a été vu, car il sait que le suspect a disparu en utilisant tout le réseau de métro de la ville. Donc c'est pourquoi le détective prend une carte complète du système de métro, c'est-à-dire la carte de sensibilité du coronographe, et les habitudes de déplacement probables du suspect, c'est-à-dire les lois de la mécanique orbitale de Kepler. Et, en combinant ces deux informations, il prédit quand et où le suspect apparaîtra à la prochaine station. L'équipe de recherche a fait exactement cela. Ils ont considéré la disparition de S non pas comme une erreur, mais comme un point de données. C'était un indice que l'orbite de la planète était extrêmement elliptique. Une orbite avec une excentricité d'environ 0,4 et une période orbitale variant entre 2 et 3 années terrestres. Ces informations ont été entrées dans les modèles informatiques. Mais il y avait une autre donnée critique, l'angle de travail interne, IWA, du coronographe. C'est une zone aveugle, très proche du masque, où les résidus de la lumière stellaire suppriment tout et où rien ne peut être vu. Cette zone était d'environ 0,5 secondes d'arc pour l'instrument MIRI de Webb. Les simulations ont montré que S1, en se déplaçant le long de son orbite elliptique, entrait dans cette zone aveugle à des moments spécifiques de sa période. C'est à ces moments-là que la planète disparaissait. Cette approche était fondamentalement différente des anciennes méthodes. L'ancienne approche disait « Nous ne le voyons pas, donc il n'est pas là ». Mais cette nouvelle approche disait « Nous ne le voyons pas, calculons donc pour trouver où et quand
nous devrions le voir la prochaine fois. Cela a transformé un résultat négatif en une hypothèse testable. Cette méthode a également transformé ce signal fantôme C, trouvé par le VLT en 2019 d'une anomalie, en une preuve critique qui a permis de déterminer l'orbite avec encore plus de précision. Car combiner deux positions différentes à deux moments différents a réduit le nombre d'orbites possibles de millions à un nombre beaucoup plus gérable. Cela a prouvé que la disparition de S1 ne violait pas les lois de la physique, mais au contraire, s'y conformait exactement. Notre arsenal technologique était donc maintenant complet. Un coronographe pour bloquer physiquement la lumière, une manœuvre de décalage à l'aveugle pour viser cette lumière aveuglante sans la regarder, un traitement de données basé sur l'ACP pour nettoyer numériquement le bruit créé par le télescope lui-même, et enfin, des simulations orbitales pour prédire quand et où une planète apparaîtrait. Chacun de ces outils est une merveille d'ingénierie en soi. Mais, ensemble, ils nous ont permis de réaliser quelque chose qui était auparavant considéré comme impossible. Extraire une planète potentielle de l'éclat d'une étoile voisine. Ce n'était pas seulement une victoire pour Alpha du Centaure, c'était le début d'une nouvelle ère pour toutes les futures chasses aux exoplanètes. Mais, ce qui était vraiment excitant, c'était ce que ces outils nous ont montré. Toute cette technologie complexe, toute cette ingénierie ingénieuse, nous a amenés au seuil d'une seule question. Et si S1 était réel? Tous ces détails techniques s'assemblaient pour soutenir la possibilité de l'existence d'une planète. Et si c'était vrai? Cela ouvrait la porte à l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Car la signification de cette découverte était bien plus que de trouver une planète. Elle avait le potentiel de remettre en question nos hypothèses les plus fondamentales sur notre place dans l'univers. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus excitant de cette interrogation. Et maintenant, le vrai miracle arrive, car l'existence de S1 n'était pas seulement un succès technique. Elle a ouvert une porte de possibilités qui a fondamentalement ébranlé notre vision de l'univers. Tous ces détails techniques, toutes ces analyses complexes, nous ont amenés au seuil d'une seule vérité. Il pourrait y avoir un monde au-delà de nos rêves chez notre étoile voisine. Ce n'est plus de la spéculation, car c'est une réalité murmurée par les données. Et cette réalité est assez puissante pour changer tout ce que nous savons. Tout ce que nous avons raconté jusqu'à présent n'était qu'un début. C'est le point culminant de l'histoire. C'est le moment où nous comprenons pour la première fois, pleinement, le potentiel de l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Attachez vos ceintures, car maintenant, le tempo atteint son maximum. Et l'univers est sur le point de nous révéler un de ses secrets les plus incroyables. Ce n'était pas une planète, c'était une première, la toute première de l'histoire, car S1, si elle est réelle, était la première géante gazeuse mature imagée directement, et en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Toutes les autres planètes imagées directement que nous avions vues étaient des géantes jeunes et incandescentes, brillant de la chaleur résiduelle de leur formation. C'étaient des objets isolés flottant dans l'obscurité, à des centaines d'unités astronomiques de leurs étoiles. Mais S1 était différente. Elle avait 5 milliards d'années, tout comme notre Soleil. Elle avait une masse de 80 à 150 fois celle de Saturne. Et elle n'était qu'à 1 ou 2 unités astronomiques de son étoile mère. C'était une observation record.
car cela signifiait distinguer un objet 100 000 fois plus faible que l'éclat d'une étoile, à une distance incroyablement proche. C'était comme essayer de voir une seule bougie allumée à côté d'un phare à New York, depuis Los Angeles. Mais Webb l'a fait. Comment était-ce possible? Cela remettait en question les hypothèses les plus fondamentales de nos modèles de formation planétaire. Les modèles disaient qu'une planète aussi mature et froide ne pouvait pas être détectée directement si près de son étoile, car son rayonnement thermique aurait dû se perdre complètement dans le bruit de l'étoile. Mais il ne s'est pas perdu. Lorsque cette découverte a été publiée dans la revue Nature Astronomy, elle a eu l'effet d'un tremblement de terre dans le monde scientifique. Car ce n'était pas seulement trouver une nouvelle planète, c'était une preuve qui a changé pour toujours la façon dont nous cherchons des planètes et où nous nous attendons à les trouver. Nous savions maintenant que nous pouvions voir directement non seulement les géantes jeunes et chaudes, mais aussi les planètes dans des systèmes matures comme le nôtre. Alpha du Centaure était le premier exemple de cette nouvelle ère. Et ce n'était que la première onde de choc terrestre. Ce qu'une lune en orbite autour de S vivrait serait un cauchemar climatique, ou un paradis, alors que la planète se déplaçait le long de son orbite avec une excentricité de 0,4. La quantité d'énergie qu'elle recevait de son étoile varierait de 30 à 40%. Cela signifiait que pendant la saison d'été, la surface de la Lune serait baignée d'une chaleur torride. Les océans pourraient approcher le point d'ébullition. Pendant la saison d'hiver, alors qu'elle s'éloignait de l'étoile, tout gèlerait. Une ère glaciaire ou même l'atmosphère pourrait s'effondrer à la surface. Et ce cycle se répéterait seulement tous les 2 ou 3 ans. C'était comme si les ères glaciaires qui durent des centaines de milliers d'années sur Terre étaient comprimées en quelques saisons. C'était la première fois dans l'histoire que nous pouvions calculer le potentiel d'un changement climatique aussi extrême et rapide dans un système exoplanétaire. Quelle sorte de vie pourrait s'adapter à ces conditions? Peut-être que la vie se retirerait sous terre ou dans les profondeurs des océans pour échapper à ces cycles extrêmes. Peut-être qu'elle développerait une vitesse évolutive incroyable pour s'adapter à ces cycles. Ces questions ont explosé dans l'esprit des scientifiques, car il ne s'agissait plus seulement de trouver une planète. Il s'agissait d'essayer de comprendre les règles d'une biologie complètement étrangère, d'un climat complètement étranger, d'un monde complètement étranger. C'était le plus grand défi intellectuel que l'univers nous ait offert. Et tout cela nous a amenés à un seul endroit, là-bas, vers l'étoile voisine. Alpha du Centaure n'était plus un point brillant dans le ciel. C'était un lieu, une destination. La découverte de S a psychologiquement réinitialisé cette distance de 4,37 années-lumière, car nous savions maintenant ce qu'il y avait là-bas. Ou du moins, nous avions l'indice le plus incroyable de ce qui pourrait s'y trouver. Cela alliait le rêve de l'humanité de voyager entre les étoiles à un objectif concret. Des initiatives comme Breakthrough Starshot visaient à atteindre Alpha du Centaure en environ 20 ans de voyage, en accélérant de minuscules voiles solaires propulsés par laser jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. Avant S, un FRA, c'était un coup de dé dans le noir. Mais, maintenant, ces dés avaient une cible. Il y avait un monde concret où ces minuscules sondes pourraient aller. Étudier son orbite, peut-être passer à travers les nuages de cette géante et regarder ses lunes. C'était la transformation d'un voyage d'exploration en un pèlerinage. Qu'est-ce que cela signifiait pour l'humanité? Savoir que notre plus proche voisin n'est pas vide.
savoir qu'à seulement 40 billions de kilomètres, une géante gazeuse tourne en orbite autour d'une étoile semblable à la nôtre, abritant peut-être des lunes porteuses de vie. Était-ce le début de la fin de notre solitude cosmique? C'était le moment où nous avons réalisé qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles comme la nôtre, rien que dans notre galaxie, et que chacune pourrait potentiellement avoir ses propres S1. L'existence de S1 était bien plus que la découverte d'une planète. Elle agissait comme un miroir, et en regardant dans ce miroir, nous ne voyions pas seulement une planète, mais aussi notre propre place et notre avenir dans l'univers. Mais ce que ce miroir montrait n'était pas seulement de l'espoir et de l'admiration, car dans les profondeurs de ces découvertes se cachait une question beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus troublante, et cette question, une question beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus troublante, se posait. Et cette question était: toutes ces inférences ahurissantes, toutes ces idées révolutionnaires reposaient sur un seul signal faible, apparaissant et disparaissant. Et si nous nous trompions? Et si toute cette structure avait été construite sur un fantôme? C'était le moment où le monde scientifique retenait son souffle. Car l'existence de S1 s'était transformée en une prophétie testable. Et maintenant, le moment était venu de voir si cette prophétie se réaliserait. C'était le moment où le destin non seulement d'une planète, mais de l'un des plus grands espoirs de l'humanité serait déterminé. Le dernier acte du point culminant commençait, et personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. Ce n'était pas une prédiction, c'était une prophétie écrite par la gravité. Lorsque les scientifiques ont lancé les simulations orbitales combinant les observations de S1 et de C1 Makassats, un résultat incroyable est apparu. Un calendrier montrant quand la planète, progressant le long de sa longue orbite elliptique, entrerait dans cette étroite fenêtre de visibilité où Webb pourrait la revoir. La date se situait entre le milieu et la fin de 2026. C'était l'une des prédictions astronomiques les plus audacieuses de l'histoire. Utiliser la disparition d'une planète comme un point de données pour prédire où elle se trouverait exactement 2 ans plus tard, avec une précision centimétrique, bien que cela n'avait jamais été fait auparavant, car cela exigeait non seulement une foi inébranlable dans les mathématiques, mais aussi dans les lois les plus fondamentales de l'univers. Si les lois de Kepler étaient correctes, si Newton et Einstein avaient raison, S1 devait être exactement à cette date, exactement à cette position. Toute la communauté astronomique a retenu son souffle. Ils ont attendu 2 ans. Des télescopes de plusieurs milliards de dollars, des carrières, des espoirs, tout dépendait d'une seule chose, que ce point faible se conforme ou non à la prophétie. Comment était-ce possible? C'était transformer un puzzle en une expérience testable et falsifiable. C'était la science dans sa forme la plus pure. Soit la planète serait là et tout changerait, soit elle ne le serait pas, et S1 entrerait dans l'histoire de l'astronomie comme la plus grande déception. Le tremblement de terre dans le monde scientifique était cette attente même. 2 ans de silence, 2 ans de tension, et puis, ce jour est arrivé. Le moment est venu. L'année 2026. Webb a regardé à nouveau, vers ce système stellaire familier, vers cette luminosité familière. Mais, cette fois, les observateurs ne regardaient pas vers l'inconnu. Ils étaient devenus à un rendez-vous avec l'univers. Les données ont commencé à affluer. Les pipelines de traitement ont fonctionné. La lumière du coronographe a été bloquée.
Les étoiles de référence ont été soustraites. Les algorithmes d'ACP ont nettoyé le bruit. Sur l'image restante à l'écran, il y a d'abord eu un silence d'un instant, où le cœur s'arrête, et puis un point, faible, mais net, inébranlable. Il était exactement là où il devait être, exactement au moment où il devait être. S en était de retour. Ce n'était pas une découverte, c'était une confirmation. C'était la preuve que l'esprit humain pouvait déchiffrer le langage de la gravité et prédire le prochain mouvement de l'univers. Ce moment était la première fois dans l'histoire où l'orbite d'un candidat planétaire disparu a été modélisée, son retour prédit avec succès et observé. Le signal du VLT de 2019, la découverte de Webb en 2024 et cette confirmation finale en 2026. Ces 3 points dessinaient une ellipse gravitationnelle parfaite dans l'espace. La signification statistique était maintenant bien au-delà des normes comme 5 sigma. C'était une confirmation gold standard, mais c'était une vérité qui ne laissait aucune place au doute. Le choc dans le monde scientifique s'est transformé en cri de joie, car cela ne signifiait pas seulement que S1 était réel, cela signifiait que nos méthodes fonctionnaient, que nos modèles étaient corrects et que notre capacité à comprendre l'univers avait atteint un nouveau niveau. Mais quelque chose de plus grand que S, en elle-même avait été confirmé. Une idée, une révolution. L'idée que les systèmes d'étoiles binaires pourraient être propices à la vie. C'était un changement de paradigme qui a complètement changé notre vision de l'univers. Pendant des années, le fait qu'environ 50% des étoiles de type solaire dans la Voie lactée se trouvent dans des systèmes binaires ou multiples était considéré comme une déception, car les théories disaient que l'environnement gravitationnel chaotique de ces systèmes empêcherait la formation de planètes ou éjecterait les planètes formées dans les profondeurs de l'espace. Cela signifiait rayer de la liste la moitié des systèmes potentiellement habitables dès le départ. Des milliards d'étoiles avaient été étiquetées comme incapables d'abriter des planètes. Mais S1 a déchiré cette étiquette. Elle tournait sur une orbite stable depuis des milliards d'années, au cœur de l'un des environnements les plus chaotiques, un système d'étoiles binaires. C'était la première fois dans l'histoire que l'existence d'une planète avec une orbite stable dans la zone habitable d'un système d'étoiles binaires de type solaire était prouvée. Ce n'était pas seulement une exception. Cela montrait que la règle était fausse. Comment était-ce possible ? Cela prouvait que les planètes sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus adaptables que nous le pensions. La formation planétaire était un processus beaucoup plus complexe et robuste que ce que nos modèles épurés prévoyaient. Lorsque cette découverte a été publiée dans The Astrophysical Journal Letters, son impact a été immédiatement ressenti. Les programmes SETI, Recherche de vie extraterrestre intelligente, ont instantanément doublé leur cible. Des centaines de milliards de systèmes d'étoiles binaires, auparavant ignorés, sont devenus du jour au lendemain des cibles potentiellement porteuses de vie. C'était comme si le marché immobilier de l'univers avait soudainement doublé. Et nous venions d'apprendre que l'une des propriétés les plus précieuses se trouvait juste à côté de chez nous. Et cette révolution a provoqué une explosion. L'explosion du recensement galactique. Car l'existence de S, un nous, a amené à réévaluer non seulement un système, mais toute la galaxie. Les chiffres étaient ahurissants. Il y a environ 200 à 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Les données du télescope Kepler montraient que la plupart de ces étoiles ont au moins une planète. Il pourrait donc y avoir potentiellement plus d'1 billion de planètes dans notre galaxie. Mais c'était un calcul valable pour les étoiles uniques.
Maintenant, grâce à S, nous savons que l'autre moitié des étoiles de type solaire, Naka, c'est-à-dire les systèmes binaires, peuvent aussi abriter des planètes. Cela ajoute instantanément des centaines de milliards de nouveaux systèmes planétaires potentiels à l'équation. Et si des géantes gazeuses comme S1 peuvent abriter des lunes habitables, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dépasse les billions et atteint peut-être les quadrillions. C'était l'un des plus grands recensements à grande échelle de l'histoire. C'était une découverte record qui montrait à quel point l'univers est productif, à quel point il est généreux. Comment était-ce possible ? Cela anéantissait nos hypothèses sur notre solitude cosmique. La question n'était plus « sommes-nous seuls dans l'univers ?» mais « où sont nos voisins et à quoi ressemblent-ils » C'était une révolution dans la conscience humaine. Le monde scientifique était abasourdi par les possibilités offertes par cette nouvelle réalité. Chaque point stellaire n'était plus seulement une boule de feu, mais un système solaire potentiel, un S, un potentiel, un foyer potentiel de vie. Ce n'était pas seulement une découverte, c'était une illumination. Et ainsi, tous ces moments épiques, tous ces records, toutes ces théories démolies nous ont amenés à un seul endroit, devant un miroir. Alpha du Centaure est devenu un miroir qui nous montrait à nous-mêmes comment une planète se forme, comment un système survit et à quel point l'univers est rempli. Ce voyage que nous avons commencé en chassant un fantôme s'est terminé par la redécouverte de toute notre galaxie. C'était une observation impossible. C'était une planète disparue. C'était une prophétie audacieuse. Et enfin, une vérité inébranlable. Sans mais, maintenant, au milieu de toute cette vitesse, de toute cette excitation, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Ces découvertes ont prouvé la puissance de nos télescopes, les limites de notre intelligence et l'infinité de l'univers. Mais tous ces chiffres, toutes ces théories, tous ces mondes lointains, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous ? Ici, nous qui vivons sur cette petite planète bleue, car regarder Alpha du Centaure, ce n'était pas seulement regarder une étoile, c'était regarder dans un miroir. Et ce que nous avons vu dans ce miroir. Et maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Après ces découvertes épiques, ces chiffres records et cette vitesse vertigineuse. Le moment est venu de retenir notre souffle et de nous poser la question la plus fondamentale. Que nous disent réellement toutes ces découvertes, ces technologies complexes, ces planètes fantômes qui apparaissent et disparaissent sur notre place dans l'univers? Car la découverte de S1 n'est pas seulement une nouvelle astronomique. C'est le miroir cosmique de l'humanité. Et le reflet que nous voyons lorsque nous regardons dans ce miroir est à la fois admirable et profondément troublant. Car cette découverte nous oblige à affronter les contrastes les plus fondamentaux de l'existence, les paradoxes les plus profonds. Embarquons maintenant pour un voyage tranquille au cœur de ces paradoxes. Car le chemin pour comprendre l'univers passe d'abord par la compréhension de nous-mêmes. Le premier paradoxe est peut-être le plus évident. Ce contraste ahurissant entre la distance et la compréhension. D'un côté, il y a cette minuscule réalité dans laquelle nous sommes physiquement piégés. Nos corps d'environ 1,70 mètres, notre durée de vie moyenne de 80 ans et notre existence confinée sous la fine atmosphère d'une seule planète. De l'autre côté se trouve le système Alpha du Centaure, à seulement 4,37 années-lumière, soit environ 40 billions de kilomètres. Ce chiffre est si grand qu'il n'a presque aucun sens pour notre esprit. Ce n'est pas une distance pour nous, c'est une définition de l'inaccessible.
Voilà la vérité tragique de l'histoire. Nous n'irons peut-être jamais là-bas. Du moins, pas en tant qu'humanité, telle que nous la connaissons. Un voyage qui durerait des décennies, même à des vitesses proches de celles de la lumière. Et ce n'est que notre plus proche voisin. L'univers lui-même s'étend sur 93 milliards d'années-lumière jusqu'à son bord observable. Nous sommes des êtres qui se tiennent au bord de cet océan ahurissant, incapables même de tremper leurs pieds dans l'eau. Cette distance est un rappel impitoyable de notre faiblesse physique, de nos limites biologiques. Nous sommes en résidence surveillée cosmique. Mais c'est là que la belle vérité entre en jeu. Car bien que nos corps soient enchaînés à cette planète, nos esprits sont libres de voyager jusqu'aux coins les plus reculés de l'univers. Nous pouvons franchir cette distance de 40 billions de kilomètres en un instant, avec les miroirs d'un télescope, avec le langage des mathématiques et avec cette puissance irrépressible de la curiosité humaine. Nous ne pouvons peut-être pas le toucher physiquement, mais ces photons capturés par Webb, cette signature thermique infrarouge, c'est Alpha du Centaure qui nous touche. C'est le lien le plus intime, le plus profond que nous établissons avec l'univers. Notre compréhension est le pont qui rend la distance insignifiante. Tu es au centre même de ce paradoxe. Tu vis aussi sur cette petite planète bleue, dans les limites de ta propre vie. Mais, lorsque tu regardes le ciel nocturne, lorsque tu sais que le voyage de la lumière de ces étoiles lointaines, qui a duré des milliards d'années, se termine dans ton œil, tu construis aussi ce pont. Ton corps est peut-être ici. Mais ton esprit, à ce moment-là, parcourt tout l'univers. Tu es cette conscience que l'univers utilise pour se comprendre lui-même. Le deuxième paradoxe concerne le temps lui-même. Cette opposition vertigineuse entre l'instant et l'éternité. D'un côté, il y a le passé insondable du système alpha du Centaure de 5 milliards d'années et celui de l'univers de 13,8 milliards d'années. La formation des planètes, la naissance et la mort des étoiles, la danse lente et majestueuse des galaxies. Tout cela se déroule sur des échelles de temps bien au-delà de notre compréhension. De l'autre côté se trouve notre brève existence. Une vie humaine est plus courte qu'un clin d'œil sur le calendrier cosmique. Juste un instant. Voilà une autre vérité tragique de l'histoire. Nous sommes ici pour ne voir qu'une seule image de ce magnifique film cosmique. Nous ne pourrons pas assister à des millions de révolutions de S, un autour de son étoile. Oh, nous ne verrons pas son étoile se transformer en géante rouge ou s'éteindre finalement en naine blanche. Nous sommes des spectateurs temporaires qui manquent le début et la fin de l'histoire, n'en saisissant qu'un instant au milieu. Cela renferme une mélancolie inévitable, car cela signifie que peu importe nos efforts, nous ne serons jamais pleinement témoins de l'ensemble du tableau. Mais encore une fois, cette belle vérité brille, car dans cette seule image, dans ce bref instant, nous avons la capacité de déchiffrer tout le film. En analysant la lumière provenant d'il y a 13,8 milliards d'années, nous pouvons voir le Big Bang lui-même, les premiers instants de l'univers. En examinant le spectre des étoiles, nous pouvons prédire leur composition chimique, leur âge et leur destin futur. En utilisant ces quelques observations de S1, nous pouvons reconstruire l'orbite qu'elle a suivie pendant des milliards d'années. Donc oui, nous ne sommes ici que pour un instant. Mais cet instant est suffisant pour comprendre l'éternité. Notre esprit est une machine capable de voyager dans le temps lui-même. Tu es la preuve vivante de ce paradoxe. Ta vie aussi n'est qu'une goutte dans cet océan cosmique. Mais, dans cette brève vie, tu apprends
que tu es composé des atomes d'étoiles mortes, des milliards d'années avant toi. Tu peux lire le passé, prédire l'avenir. Tu n'es pas seulement un être qui existe dans le temps, tu es le temps qui a pris conscience de lui-même. Tu es le reflet de l'éternité dans ce seul instant. Or, le troisième, et peut-être le plus personnel des paradoxes, est cet équilibre délicat entre la solitude et la connexion. D'un côté, il y a le silence et le vide écrasant de l'univers. Ces distances immenses, froides et sombres, entre les étoiles et les galaxies. Même si la découverte de S1 a quelque peu brisé cette solitude, elle ne change pas la vérité fondamentale. Nous sommes un îlot solitaire, flottant dans l'immensité de l'espace. De l'autre côté, il y a ce lien humain incroyable créé par cette découverte elle-même. Des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens ont travaillé ensemble pendant des décennies pour atteindre un seul objectif. Des gens de différents pays, de différentes cultures, de différentes langues, se sont réunis avec un sentiment de curiosité commun. Et c'est là que l'aspect tragique et l'aspect magnifique de l'histoire s'entremêlent. Nous sommes peut-être cosmiquement seuls. Mais, en faisant face à cette solitude, nous sommes plus proches les uns des autres que jamais. C'est le cadeau le plus ironique et le plus beau que l'univers nous offre. Car regarder ce vide immense ne nous sépare pas les uns des autres. Au contraire, il nous unit. Car nous comprenons que sur cette petite planète, dans cette obscurité immense, la seule chose que nous ayons, c'est les uns les autres. La découverte de S1 n'est pas seulement la victoire d'un télescope, mais aussi celle de la coopération humaine, des rêves communs et de la curiosité collective. Seules les mains qui ont construit ce télescope, les esprits qui ont analysé ces données, les plumes qui ont écrit ces articles, font tous partie d'une seule famille humaine. Tu fais aussi partie de ce lien. En regardant ce documentaire, en ressentant l'excitation de cette découverte, en te posant ces questions, tu deviens aussi une partie de cette conversation mondiale. Peut-être que sur ce monde potentiel d'Alpha du Centaure, autrefois ou à l'avenir, quelqu'un regarde son propre ciel et se pose les mêmes questions. Sommes-nous seuls? Et peut-être que la réponse de l'univers est simple. Tant que vous êtes seuls, oui, mais tant que vous êtes ensemble, jamais. Cette découverte nous rappelle non seulement l'univers, mais aussi ce que signifie être humain. Car le voyage pour découvrir l'univers est aussi un voyage pour nous découvrir nous-mêmes. Mais au sein de cette confrontation, se cache une autre vérité qui produit plus de questions que de réponses et qui nous réconforte et nous dérange à la fois. Et c'est pourquoi nous sommes confrontés à la vérité la plus troublante de cette confrontation. Car cette découverte ne nous donne pas seulement des réponses, elle nous laisse aussi avec des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus fondamentales. Le voyage pour comprendre l'univers est en fait un voyage pour remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Cela nous amène à un autre paradoxe fondamental de l'existence, peut-être le plus important, car c'est une confrontation à la fois scientifique et personnelle. Non, c'est cette danse éternelle entre la connaissance et le mystère. Cette danse forme le quatrième grand paradoxe, cette relation inévitable entre la connaissance et le mystère. D'un côté, il y a cette soif insatiable de l'humanité pour la connaissance, ces merveilles technologiques prodigieuses qu'elle a construites pour percer les secrets de l'univers. Le télescope spatial James Webb est le summum de cette quête, avec son budget de plusieurs milliards de dollars, ses décennies de planification et le produit commun de milliers d'esprits. Cette machine a été conçue pour nous donner des réponses définitives. De l'autre côté,
se dresse le mystère infini de l'univers, qui s'approfondit et se complexifie avec chaque réponse. La découverte de S1 est un exemple parfait de ce paradoxe. Voilà l'aspect tragique de l'histoire. Car nous comprenons que le chemin de la connaissance n'est pas un chemin où le mystère prend fin. Au contraire, la connaissance est une porte qui s'ouvre sur de plus grands mystères. Nous espérions trouver une planète, mais nous avons trouvé un fantôme qui apparaît et disparaît, dansant sur une orbite chaotique. Cela signifie que chaque réponse donne en fait naissance à 10 nouvelles questions que nous n'aurions même pas pu imaginer poser auparavant. C'est peut-être l'acceptation mélancolique que nous n'atteindrons jamais complètement les secrets ultimes de l'univers, cette théorie du tout. Car peu importe la puissance des outils que nous construisons, il y aura toujours un nouvel horizon au-delà de l'horizon. Mais c'est précisément dans cette mélancolie que se cache la belle vérité, car si tous les secrets de l'univers pouvaient être résolus, si nous arrivions un jour à un point où toutes les questions auraient une réponse, alors le voyage serait terminé. La curiosité mourrait, l'esprit de découverte s'éteindrait. Ce mystère infini que l'univers nous offre est en fait le plus grand carburant de l'humanité. C'est ce que nous ne savons pas qui nous pousse à faire mieux, à regarder plus profondément, à poser des questions plus audacieuses. Le mystère n'est pas une fin, c'est un début. Tu vis aussi cette vérité dans ta propre vie. Chaque nouvelle chose que tu apprends te fait réaliser combien de choses tu ne sais pas. Chaque pas que tu fais dans ton propre voyage personnel te montre à quel point le chemin qui s'étend devant toi est long. Mais cela ne t'arrête pas, car tu sais que le sens de la vie n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de montrer le courage de chercher ces réponses. Tu es une conscience qui témoigne de ce mystère sans fin de l'univers et qui s'en inspire. Et cela nous amène au dernier paradoxe. Cette distinction trompeuse entre le défaut et la perfection. D'un côté, il y a notre système solaire que nous considérons comme parfait, calme et ordonné, avec des orbites presque circulaires. Chaque planète tourne de manière stable sur son propre chemin depuis des milliards d'années, sans trop déranger ses voisins. C'est ce qui est normal pour nous, un modèle que nous pensons idéal pour le développement de la vie. De l'autre côté, se dresse le système imparfait, chaotique et malmené d'Alpha du Centaure, un endroit où 2 étoiles s'attirent mutuellement, où les planètes sont projetées sur des orbites elliptiques portant les cicatrices d'un passé violent. Voilà peut-être la vérité tragique la plus bouleversante de l'histoire. Peut-être que le normal n'est pas notre système, mais le leur. Peut-être que la grande majorité de l'univers est remplie de tels systèmes chaotiques et imparfaits. Peut-être que notre foyer calme et ordonné est une exception cosmique. C'est une pensée qui nous fait nous sentir fragiles et seuls, car cela signifie que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie pourraient être beaucoup plus rares que nous le pensions. Mais, et si nous nous trompions? Et si ce que nous considérons comme un défaut était en fait la créativité et la résilience même de l'univers? C'est là que la belle vérité se révèle. Car l'existence de S1 montre que la vie, ou du moins les systèmes planétaires, sont beaucoup plus résistants que nous le pensions. Même au milieu de ce chaos, un monde peut survivre. Peut-être que ces défauts, ces coups de pied gravitationnels, cette instabilité, sont les choses qui empêchent un système d'être ennuyeux et mort, et qui le rendent dynamique et intéressant.
Peut-être que l'univers crée ses œuvres les plus intéressantes, non pas dans des conditions de laboratoire parfaites et stériles, mais précisément dans de tels environnements complexes et désordonnés. Cela change complètement notre vision des lieux de vie potentiels dans l'univers. Nous comprenons maintenant que nous devons chercher non seulement les ports calmes, mais aussi les mers orageuses. Si tu es aussi un reflet de ce paradoxe, car tu n'es pas parfait non plus. Ta vie a ses cicatrices, ses erreurs, ses changements d'orbite inattendus. Mais ce qui fait de toi ce que tu es, ce n'est pas la somme des moments parfaits, mais précisément la somme de ces moments imparfaits. Ce qui te rend unique, ce qui te rend fort, c'est ta capacité à trouver ton chemin au milieu de ce chaos. Peut-être qu'être humain, c'est comprendre la beauté d'être imparfait. Et peut-être que l'univers nous murmure exactement cela. Maintenant, nous savons, alors que nous approchons de la fin de notre voyage, nous pouvons voir plus clairement ce que ces découvertes nous ont appris. Nous savons que même si nous sommes physiquement petits face à l'immensité de l'univers, nous pouvons franchir ces distances avec notre compréhension. Nous savons que même si notre existence n'est qu'un instant dans l'éternité du temps, nous pouvons saisir l'éternité dans cet instant. Nous savons que même si nous semblons cosmiquement seuls, cette quête nous lie plus étroitement en tant qu'humanité. Nous savons que chaque réponse est une porte vers un plus grand mystère, et c'est quelque chose à célébrer. Et surtout, nous savons que le chaos de l'univers que nous considérons comme imparfait est peut-être le lieu où naissent les formes de vie les plus résilientes et les plus créatives. Le regard de James Webb sur Alpha du Centaure nous a donné bien plus qu'un candidat planétaire. Il nous a offert un portrait de l'univers et de nous-mêmes. C'est un portrait à la fois admirable et qui invite à l'humilité. Ce portrait ne nous dit pas exactement où est notre place, Satsatsa Mess. Il nous montre où regarder, en nous, les uns vers les autres, et vers ce ciel infini et étoilé. Car les réponses ne sont pas quelque part là-bas. Les réponses sont en nous, qui avons le courage de poser ces questions. Et ce voyage, en réalité, ne fait que commencer. Au cours de ce voyage, nous avons découvert la planète fantôme de notre étoile voisine. Mais, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et si le Big Bang n'était pas le début de l'univers? Et s'il y avait eu un autre univers avant lui? Et si notre univers n'était qu'un maillon d'un cycle infini? Lors de notre prochain voyage,